Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, on commence par les titres de cette édition. Le général Qassem Soleimani, chef de la force iranienne Al-Quds, tué ce vendredi par un raid américain. L'information a été confirmée par le Pentagone, un incident qui devrait faire monter d'un cran la tension entre les États-Unis, l'Irak et les pays de la région. 2020, une année cruciale dans la politique américaine avec en ligne de mire la présidentielle de novembre. Les démocrates ne savent toujours pas qui affrontera Donald Trump. Le caucus de l'Iowa, prévu dans un mois, donnera une première indication. La Turquie enverra son armée en Libye pour soutenir le gouvernement de Tripoli. Le Parlement turc a donné son feu vert au président Erdogan. Réaction de la communauté internationale. Bonsoir. Washington devrait déployer entre 3 000 et 3 500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. C'est du moins ce que fait savoir le Pentagone ce vendredi après la disparition du général Qassem Soleimani, chef de la force iranienne Al-Quds, qui a été tué dans une attaque américaine au missile tôt ce matin à l'aéroport international de Bagdad, en Irak. Le raid américain sans précédent ouvre une période d'incertitude pour les États-Unis et leurs alliés dans la région. Plus de précisions avec Arzouma Compaoré. Dans un communiqué publié peu après la frappe, le Pentagone a confirmé la mort du général Qassem Soleimani, le chef de la force Al-Quds des gardiens de la révolution iranienne, désigné organisation terroriste étrangère par les États-Unis. Les condamnations de l'attaque ne se sont pas fait attendre. Cette attaque gratuite près de l'aéroport international hier soir a été une violation flagrante de la souveraineté irakienne et une violation des conventions internationales. C'est un crime odieux. Nous condamnons ce crime commis par l'administration américaine. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est de son côté engagé vendredi à venger la mort du général Soleimani et à décréter un deuil national de 3 jours dans son pays. Quelques heures après la mort du chef militaire iranien, des protestations ont éclaté dans la sous-région avec des centaines de personnes au Cachemire indien à majorité musulmane, des dizaines de milliers de personnes à Téhéran et d'autres villes iraniennes ou encore dans la ville d'Islamabad au Pakistan. En ce moment, le cœur de la nation entière saigne pour le martyr Qassem Soleimani. L'Iran doit certainement venger l'effusion de sang injuste du général Soleimani de la manière la plus grave. Trump a tweeté vendredi que Soleimani aurait dû être éliminé il y a de nombreuses années. Alors que le président du Conseil européen Charles Michel appelle à la fin du cycle de violence en Irak et que l'ambassadeur français aux Nations Unies s'est prononcé en faveur de la désescalade, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine exhorte toutes les parties à respecter les principes de la Charte de l'ONU et les normes de base des relations internationales. Quant au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il a félicité le président américain Donald Trump. Le président Trump mérite tout le crédit pour avoir agi rapidement, avec force et de manière décisive. Israël est aux côtés des États-Unis dans leur juste lutte pour la paix, la sécurité et la légitime défense. Les États-Unis ont actuellement 5200 soldats déployés en Irak, officiellement pour aider à former l'armée irakienne et s'assurer que le groupe État islamique ne réapparaisse pas comme une force. Et pour analyser cette actualité, retrouvons via Skype Émile Barodi. Vous êtes journaliste et vous suivez de près l'actualité dans cette zone du Moyen-Orient. Vous êtes dans la région de Washington, D.C. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Que signifie pour vous la mort du général Qassem Soleimani? À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Écoutez, la mort de Qassem Soleimani est un coup très fort porté à la capacité de l'Iran d'exporter
sa révolution, d'exporter son idéologie, d'exporter son terrorisme, d'après certaines sources. Qassem Soleimani est un peu le chef du marketing. C'est lui qui s'occupe de ses clients. Il s'occupe du Hezbollah, il s'occupe du Hezbollah au Liban et de ce que fait le Hezbollah en Syrie. Il s'occupe de toutes les le mouvement populaire en Irak, le Hezbollah irakien, Assa ibn al-Haq, tous ces milices-là. C'est lui qui s'occupe de l'Iran, des intérêts de l'Iran vis-à-vis Bahreïn dans le temps, avant que ce ne soit vraiment coupé. Et surtout, c'est lui aussi qui s'occupe maintenant du Yémen et des forces qui font la révolution là-bas. Voilà. C'est un coup très dur, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à sentir qu'il va y avoir une réaction très forte. Je ne dis pas que ça ne va pas se passer. On suivra donc tout cela. Washington vient d'annoncer l'envoi de troupes supplémentaires au Moyen-Orient. Est-ce à votre avis la meilleure chose à faire dans ce climat très chargé? Oui, tout à fait. Il faut s'attendre à des petites escarmouches, il faut s'attendre à des petites attaques ici et là. Comme je vous dis, je ne vois pas quelque chose de très grand, mais on pourra en parler tout à l'heure. Mais les renforts américains se sont succédés vers le Moyen-Orient depuis 2-3 jours. Il y a carrément 20-30 avions de transport militaire, les grands Galaxy, qui vont tous les jours en Irak et dans les bases qui sont autour de l'Irak. Les renforts n'ont pas commencé aujourd'hui. Il se peut qu'aujourd'hui, on ait annoncé le déplacement, l'envoi de personnel, mais les armes, l'équipement et tout, ça fait un bon bout de temps que des avions américains sont en train de charrier tout ça. Très rapidement, c'est un bras de fer qui risque d'affecter toute la région, à commencer par Israël, l'ennemi juré de Téhéran. Comment voyez-vous la réponse iranienne face à cet assassinat? Israël risque-t-il de se retrouver dans la ligne de mire? Écoutez, le problème, c'est que l'Iran en soi et ses satellites, le Hezbollah et tout, n'ont pas actuellement les capacités de mener une guerre à long terme. Ils n'ont pas les capacités financières, ils ont peut-être les armes, mais ils ne pourront pas durer longtemps. L'Iran est fragile de l'intérieur. Une longue confrontation avec les États-Unis fera sûrement des dégâts à l'intérieur. Il y aura une révolution. Voilà. La révolution sera dans la rue. Mais les Américains doivent forcer la chose parce qu'il faut qu'il se fasse respecter de nouveau. Émile Barodi, je vous remercie pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes journaliste. Après les congés de Noël et de fin d'année, les sénateurs américains sont retournés ce vendredi au Capitole. Le président du Sénat, le républicain Mitch McConnell, s'est exprimé devant ses collègues. Parmi les dossiers qui attendent les sénateurs, il y a bien sûr celui de la mise en accusation du président Donald Trump, dossier qui dure depuis des mois. Il y a également l'accord commercial États-Unis-Mexique-Canada qui a été adopté par la Chambre à la mi-décembre, mais qui est bloqué au Sénat. Les finances seront au rendez-vous avec le vote du budget pour l'exercice 2021. Les sénateurs prévoient démarrer ce dossier au cours des premiers mois de 2020. Il ne reste plus qu'un mois avant le caucus de l'Iowa où les premières nominations auront lieu pour choisir un rival démocrate au président Donald Trump. Le seul candidat latino-américain, l'ancien maire Julian Castro, s'est retiré de la course jeudi. De nouveaux chiffres de collecte de fonds pour la campagne montrent que la candidature du sénateur Bernie Sanders est plus solide que projetée. Catherine Gibson s'est penchée sur l'ouverture de l'année électorale 2020. Voyons cela dans ce récit de Timothée Donangmai. L'année électorale 2020 commence par un retrait. Ancien membre de l'administration Obama, Julian Castro était le seul latino à briguer la présidence. L'année dernière, il avait souligné dans un discours
le manque de diversité parmi les candidats démocrates. Je ne pense pas que quelqu'un doit être élu président parce qu'il est une personne de couleur. Ce que je crois, c'est que si vous avez 7, 8 ou 9 personnes sur la scène de débat, elles devraient refléter la diversité du parti qui le représente. Suite au retrait de Castro du fait de ses faibles résultats dans les sondages, il reste maintenant 14 candidats en lice pour affronter le président Donald Trump à la présidentielle. Parmi les favoris, le sénateur Bernie Sanders, dont la crise cardiaque n'a pas ralenti la campagne. Les derniers chiffres de la collecte de fonds montrent que Sanders a récolté le plus d'argent du côté démocrate, 34,5 millions de dollars, au cours des 3 derniers mois de 2019. Mais il est l'un des nombreux sénateurs qui attendent de voir s'ils devront geler leur campagne électorale en janvier pour prendre part à la procédure de destitution du président Trump. La campagne passera au second plan face au serment sacré que j'ai prêté de défendre et de protéger la Constitution. Si nous entreprenons quelque chose de cette gravité, la destitution d'un président en exercice, alors je serai à mon poste et je ferai mon travail. La procédure de destitution braquerait également les projecteurs sur le favori démocrate Joe Biden, le président Trump ayant demandé à ce que ce dernier soit appelé à témoigner sur les liens entre son fils et une compagnie de gaz ukrainienne, une stratégie qui permettrait de détourner l'attention du dossier Trump. Je n'ai aucune connaissance directe de l'affaire. Il n'y a aucun fondement là. À l'approche du caucus du 3 février, Biden reste un des favoris dans les sondages nationaux, de même que Bernie Sanders, ainsi que la sénatrice Elizabeth Warren et l'ancien maire Pete Buttigieg. La prochaine rencontre des démocrates est prévue le 14 janvier lorsqu'ils se réuniront pour un débat télévisé. Le Parlement turc a autorisé hier le président Recep Tayyip Erdogan à envoyer l'armée en Libye pour soutenir le gouvernement de Tripoli, assiégé par les forces rivales du maréchal Khalifa Haftar. Si Ankara entend ainsi aider un allié dont il a besoin pour appuyer ses revendications sur des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée, un déploiement sur le sol libyen dont l'ampleur n'a pas été annoncée serait risqué. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. C'est d'abord Donald Trump qui a mis en garde Tayyip Erdogan contre toute interférence étrangère en Libye après le feu vert du Parlement turc pour y déployer l'armée. Athènes a aussi appelé Ankara à ne pas franchir la ligne rouge, notamment dans le contentieux sur un accord maritime turco-libyen. Mais les autorités turques semblent ne plus regarder dans le rétroviseur. Nous avons donné et apporterons toutes les formes de soutien au gouvernement de Tripoli qui lutte contre un général putschiste soutenu par les pays arabes et les Européens. L'organisation panarabe ne voit pas aussi d'un bon œil l'intervention turque en Libye, devenue le théâtre d'une lutte d'influence entre deux camps. D'un côté, la Turquie et le Qatar qui appuient le gouvernement d'union nationale JNA, reconnu par la communauté internationale, et de l'autre, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte qui soutiennent le maréchal Khalifa Haftar qui s'efforce de prendre Tripoli. Faire d'une pierre deux coups, transportant des terroristes en Libye plutôt que de les garder en Turquie. Et s'ils réussissent, ils contrôleront tous les biens de la Libye, toutes les ressources de pétrole et de gaz, puis établiront une base proche des pays voisins. Washington a appelé le maréchal Khalifa Haftar à mettre fin à son offensive. Elle accuse d'ailleurs la Russie de le soutenir, ce que dément Moscou. Pour sa part, Ankara menace d'ouvrir les portes de l'Europe aux migrants et exhorte la communauté internationale à soutenir son projet d'en rapatrier une partie en Syrie. Dans un rapport trimestriel sur le Mali, le secrétaire général de l'ONU déplore les retards politiques dans l'application de l'accord de paix de 2015. Antonio Guterres fait également part de sa préoccupation s'agissant de l'insécurité croissante dans le pays où les groupes terroristes gagnent du terrain. Selon ce rapport du patron des Nations Unies, les pertes dans l'armée malienne entre octobre et décembre ont augmenté de 116% comparé aux 3 mois précédents avec un total de 193 morts.
Dans le même temps, des attaques contre la MINUSMA au Mali, au moins 68 ont été dénombrées contre 20 au cours de la période précédente. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. L'exploitation minière sur Mars peut-elle se faire de façon autonome? C'est en tout cas le défi que tente de relever Offworld, une start-up californienne. Nous verrons comment cela est possible dans ce journal. Nous irons en Libye, où de nombreux jeunes diplômés ont du mal à trouver du travail. Ils ne baissent pas les bras pour autant. C'est le cas de Belgassem, 22 ans, qui a décidé de se lancer dans la confection des gâteaux. En sport, Nani Talani sera là pour les dernières nouvelles, avec notamment au menu la fraude liée à l'âge des joueurs au Burundi. La technologie a de beaux jours devant elle en Afrique, c'est ce que fait savoir Cartes Africa. Ce site d'information révèle ainsi que le nombre de pôles technologiques en Afrique a augmenté de près de 50% au cours de la dernière année. L'ascension de l'Afrique en tant que source naissante de talents en génie informatique reste également sur la bonne voie, la plus rapide à l'échelle mondiale. Une tendance qui a poussé Microsoft, la plus grande société de logiciels au monde, à se tourner vers les talents du génie logiciel en Afrique. L'entreprise américaine dépensera plus de 100 millions de dollars dans des centres de développement qui devraient employer quelques 500 Africains d'ici 2023. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Maroc, le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire sont les pays les plus en vue dans ce secteur technologique. Construire des robots, nous sommes toujours dans le domaine technologique, capables donc de faire de l'exploitation minière de façon autonome sur la planète, Mars et sur la Lune. C'est l'ambitieux projet de Offworld, une start-up californienne. Un projet qui pourrait aussi accélérer le tourisme spatial. Alexei Gorbatchev s'est penché sur le sujet. Dili Diko raconte. Il a fallu beaucoup de temps avant d'en arriver là. Mais l'on peut désormais dire de manière sûre que le tourisme spatial est sur le point de devenir une réalité. Du moins pour les personnes ultra riches. Offworld, une start-up californienne, regarde déjà au-delà du tourisme. Offworld construit les premières colonies de machines robots intelligentes. Ces robots pensent et fonctionnent par eux-mêmes, ils prennent des décisions par eux-mêmes et ils opèrent ensemble pour résoudre des problèmes liés à l'exploitation minière, la construction, les réparations d'infrastructures, des tunnels et autres, des tâches industrielles complexes pour lesquelles nous utilisons normalement des humains.
Les fondateurs de la start-up affirment que leurs robots seront en mesure d'effectuer des tâches qui n'avaient jusqu'à là jamais été confiées à des machines. Dès que nous aurons des transports qui pourront nous amener sur d'autres planètes, la première vague de voyageurs ne sera pas constituée de personnes mais des robots. Ils prépareront l'infrastructure et la maintiendront à niveau. Les scientifiques et ingénieurs d'Offworld basent leurs travaux sur les technologies existantes, celle utilisée pour l'exploitation minière sur la Terre. Celui-ci est un robot minier qui brise les roches se trouvant devant lui. Lorsqu'il détecte des roches, il commence à se déplacer le long des obstacles en utilisant une main pour scier la roche et l'autre pour trier les petits morceaux. Ensuite, un autre robot arrive, il recueille les roches et les transporte là où l'on en a besoin. L'idée est que pendant que la NASA prépare des expéditions humaines sur d'autres planètes, ces robots arriveront sur place en premier pour apprêter les lieux. Nos robots seront utilisés pour la construction industrielle et le développement d'aires industrielles sur les différentes planètes où nous souhaiterons atterrir. Les développeurs disent que les robots seront capables de couper à travers les roches les plus dures comme le granit. Mais leur principale valeur réside dans leur capacité à travailler de manière autonome et à apprendre. Cela signifie qu'ils peuvent être programmés pour des tâches spécifiques et qu'ils apprendront sur la base de leur expérience. L'apprentissage automatique offre la chance aux ordinateurs d'explorer les différentes possibilités au lieu simplement de programmer le robot pour qu'il accomplisse une tâche. Ainsi, la machine trouvera d'elle-même des solutions parmi les différentes possibilités. Une chose est claire, c'est que les robots dans l'espace feront partie de notre avenir et Off-World pourrait bien être l'entreprise qui fera de cela une réalité. Dossier assure donc du football en Afrique et du rallye Dakar, l'actualité sportive développée par Nanit Talani. Bonsoir Nanit. Bonsoir John, bonsoir à tous. Le Burundi suspend son championnat national des moins de 17 ans pour la saison 2019-2020 à cause des fraudes liées à l'âge des joueurs. La Fédération burundaise de football annonce qu'elle va travailler sur des bases saines et irréversibles en procédant à l'enregistrement dans sa base de données de ces jeunes joueurs tels que la FIFA le recommande. La Fédération promet aussi de descendre dans les académies pour la vérification physique des joueurs. La Confédération africaine de football a dévoilé la liste d'arbitres qui vont débuter les tests pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 qui aura lieu du 4 au 25 avril au Cameroun. Parmi les centraux, des noms bien connus sur le continent comme le Gambien Papa Gassama, le Zambien Janissi Kazoué. Ils sont 20 en tout. 19 arbitres assistants prépareront également la participation à la compétition. Pour les entretenir physiquement, il y aura le Sénégalais Mademba Mbaké et le Djiboutien Mohamed Houssen Ali. Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, déjà privé de compétition pendant 3 mois pour une blessure à la cheville, a rechuté et va être absent quelques semaines, a annoncé son entraîneur. Cette rechute intervient alors que c'est ouvert le mercato hiver et que le Real Madrid demeure intéressé par le milieu de terrain français qui avait fait part avant la saison de ses projets de départ. Mais un transfert du français cet hiver apparaît peu probable. L'édition 2020 du Rallye Dakar qui démarre dimanche et se déroule pour la première fois en Arabie Saoudite va voir l'introduction de plusieurs nouveautés sur le plan sportif avec l'idée de favoriser l'équité entre les concurrents. Grande nouveauté de cette 42e édition, sur 6 étapes, le roadbook sera distribué aux concurrents le matin même de la spéciale et non plus la veille au soir. En plus, il y aura des points stop obligatoires pour toutes les catégories de véhicules. La course sera stoppée pendant 15 minutes sur les spéciales de plus de 300 km afin de vérifier les appareils de sécurité, les appareils GPS, donner aussi à boire et à manger aux concurrents. À cette occasion, les pilotes pourront également livrer à la presse leurs premières impressions sur leur course. Pour le supermarathon, sur 2 étapes, les motos et les quads n'auront droit qu'à 10 minutes de mécanique à l'arrivée du bivouac avant de repartir pour l'étape du lendemain. Le jeune espoir de l'athlétisme mondial, Sacha Zouya, a choisi de représenter en compétition internationale la France.
pays de sa mère, plutôt que l'Australie où il a grandi, a annoncé ce vendredi la fédération qui se félicite du choix de Sacha Zoya et s'engage à accompagner l'athlète dans sa progression vers le très haut niveau. Âgé de 17 ans, Sacha Zoya détient les meilleures performances mondiales de l'histoire en catégorie cadet sur les 100 mètres haies et au saut à la perche avec 5,56 mètres. C'est tout pour aujourd'hui, John. Merci Nanit. Toujours du sport. Iyeneoban Essian qui détient actuellement la première place du circuit de golf junior du Nigeria vise à ajouter à sa récolte de médailles lors des Jeux olympiques d'été de la jeunesse en 2022 où elle représentera son pays. Arzuma Compaoré. À 13 ans, elle est classée numéro 1 au Nigeria dans la catégorie des moins de 18 ans. Iyene Essien est tombée amoureuse du sport à seulement 5 ans en voyant des golfeurs jouer lors d'une visite au club populaire IBB d'Abuja. J'ai vu le garçon jouer. Je voulais prendre ses clubs, mais mon père a dit non. Alors, il m'a demandé si je voulais jouer. J'ai dit oui. Alors, il m'a acheté des clubs et a demandé à un professionnel de golf pour me former. Iyene a assisté à son premier tournoi cette année-là, a remporté une médaille et plus rien ne pouvait la stopper. Ces 8 dernières années, elle a représenté le Nigeria 11 fois en Europe, en Afrique et en Amérique, avec 17 médailles à son actif. La prodige dit qu'elle aime le golf parce que cela lui a enseigné l'autonomie et la responsabilité. Dans ce jeu, vous jouez contre vous-même et pas contre les autres joueurs, ce qui est très excitant car vous vous affrontez vous-même et pas les autres. Même si votre caddie vous assiste, vous êtes responsable, vous êtes celui qui joue. Vous ne pouvez donc pas blâmer votre caddie ou qui que ce soit pour l'erreur que vous avez commise. Les parents d'Essien assistent à la plupart de ses entraînements et tournois. Son père, Eyo Essien, fait souvent office de caddie. Elle a encore une certaine marge de croissance et je pense que, comme je l'ai dit, à l'âge de 15 ans, elle sera mûre, vous savez, pour conquérir le monde du golf. La golfeuse adolescente a également d'autres projets, notamment étudier l'intelligence artificielle et aller à l'université. Pour l'instant, elle s'entraîne dur dans l'espoir de décrocher la première médaille mondiale du Nigeria en golf aux Jeux olympiques de la jeunesse d'été en 2022. Bonne chance à elle. Donc, allons en Libye, où de nombreux diplômés ont du mal à trouver du travail. Mais pas tous, car il y en a qui ont décidé de se mettre à leur compte. Voyons cela avec Thierry Kaoré. Belkacem Abdul Salam, 22 ans, est un diplômé en ingénierie. Après plusieurs tentatives pour décrocher un emploi dans l'industrie pétrolière de l'État libyen, il a finalement décidé de gagner sa vie en confectionnant des gâteaux. J'ai postulé pour la National Oil Corporation et la Briga Petroleum Marketing Company et le Arabian Gulf Oil Company et même Schlumberger, une compagnie privée. C'était très difficile. Si j'ai travaillé sur la base de mes études, j'aurais travaillé sur le terrain en tant qu'ingénieur pétrolier. Mais cette profession de boulanger et de gérant de café, je ne peux plus la quitter. Abdul Salam, tout comme d'autres jeunes diplômés, a été obligé d'abandonner son rêve pour suivre les cours du chef Bengazino dans ce centre de formation privé de Benghazi afin d'apprendre le métier de pâtissier. J'ai obtenu un baccalauréat en comptabilité il y a 8 ans, mais je ne travaillais pas dans le secteur public. Il y a 4 ans, je me suis décidée et j'ai lancé ce projet. J'imagine que si j'avais attendu que l'État m'emploie, je serais restée à la maison pendant 8 ans. C'est pourquoi je soutiens l'idée que les jeunes se battent pour eux-mêmes. Les emplois dans le secteur privé en Libye sont également devenus rares, les entreprises étrangères ayant fermé leurs portes en raison de la détérioration des conditions sécuritaires. Nabil Mohamed est un autre ancien élève des cours du chef Bengazino. À 30 ans, il a lancé sa propre entreprise de pâtisserie. Je n'ai tiré aucun avantage de mon baccalauréat en économie avec toutes ses finances, ses connaissances bancaires et d'autres sujets clés. J'ai postulé pour travailler dans de nombreuses banques. J'ai également postulé dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la solidarité sociale et de l'armée et rien ne s'est passé.
La plupart des Libyens travaillent dans le secteur public, mais l'État embauche de moins en moins depuis le renversement de Muammar Kadhafi en 2011. Alors que la Libye est considérée comme un pays riche, avec une population plutôt bien instruite, ces jeunes diplômés doivent se reconvertir dans d'autres domaines pour s'en sortir. Fin de ce journal. Bonsoir. You know I'm wanting you. I say, hola, big mama. Can I be the one for you? Tell me, where did you come from?